Pourquoi un jeune pharmacien de 35 ans pourrait-il trouver la clé d'un mystère que des dizaines d'équipes de chercheurs à travers le monde n'ont pas su éclaircir jusqu'à présent? Quand on a soi-même les fesses dans les ronces, on a beaucoup plus envie de s'en sortir. Et la deuxième raison, c'est que... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. J'ai invité Guillaume Brachet. Bonjour et bienvenue Guillaume. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes pharmacien, chercheur, spécialisé en innovation en biopharmaceutique. Vous êtes fondateur et CEO de CXS Therapeutics, une start-up dont la perspective est notamment de développer de traitements contre la maladie de Parkinson. Alors vous expliquez dans un livre que vous publiez que CXS, c'est pour Curatio Ex Scientia. Ex Scientia, oui, tout à fait. Ouais. C'est un faux latinisme qui rappelle le motto latin Deus Ex Machina, qui traduit un événement qui vient décoincer une situation qui paraît bloquée. Mmh. C'est ça. Donc, en l'occurrence, c'est la science qui vient débloquer un traitement. Ouais. Donc vous êtes une entreprise de repositionnement pharmaceutique. Vous nous expliquez ce que ça veut dire? Oui, ça veut juste dire que dans le bac à pharmacie existant, il y a plein de médicaments et qu'on ne sait peut-être pas les utiliser correctement, ou en tout cas, on leur a peut-être pas fait faire tout ce qu'ils ont à faire dans la médecine humaine. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre des médicaments qui existent et d'arriver à trouver d'autres utilisations, et nous, en l'occurrence, on se focalise sur la sphère neurologique, c'est-à-dire les maladies du cerveau notamment. Mmh. Donc tout est là, autant faut-il bien l'utiliser, c'est ça que ça veut dire? Tout n'est peut-être pas là, en tout cas, il y a certainement des choses qu'on peut faire à des médicaments, notamment parce qu'il y a des maladies qui sont aujourd'hui incurables, et qu'en faisant fonctionner des médicaments ensemble, on peut peut-être coucher plus de trous dans un panier percé et permettre de guérir, ou en tout cas de soulager des malades qui aujourd'hui n'ont pas de traitement proposé. Mmh. La maladie de Parkinson qui pourrait toucher, selon les projections, 2 fois plus de patients d'ici 2050. Il y aurait plus de 10 millions de patients dans le monde qui sont atteints de la maladie de Parkinson et 25 000 nouveaux cas par an en France. Oui, alors la nouveauté un petit peu ces temps-ci, c'est que l'âge moyen rajeunit, avec un diagnostic sur 2 qui concerne une personne de moins de 58 ans. Alors que la maladie de Parkinson avait la réputation d'être une maladie de la personne âgée. Tout à fait, oui. En tout cas, pas du sujet jeune. Pourquoi est-ce que dans votre start-up, l'idée c'est d'attraper la bonne idée avant qu'elle ne se transforme en consensus? La raison, elle est relativement simple, c'est que pour qu'un médicament voie le jour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne de l'argent avec, et pour ça, il faut qu'on ait un brevet ou de la propriété industrielle. Et un brevet, il y a 2 conditions pour avoir un brevet délivré sur un médicament. La première, c'est que l'idée de base soit inventive, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas été déjà décrite dans la littérature scientifique notamment, ou dans la presse. La seconde, c'est qu'on ait une suffisance de description, c'est-à-dire qu'on ait apporté assez de preuves que ce qu'on avance fonctionne. Ces 2 critères-là, donc il y a l'inventivité qui, en l'occurrence, est le point qu'on discute là, c'est primordial pour avoir de la propriété industrielle et donc pour faire en sorte que le médicament soit industrialisé. Là, les médicaments que vous testez, par exemple, ils existent déjà, donc il n'y a plus besoin de les protéger. Alors, ils existent déjà, ils sont protégés à certaines doses dans certaines maladies. En l'occurrence, ils sont dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire que les brevets principes sur les médicaments sont tombés, ils sont libres d'exploitation. Et pour arriver à recréer de la valeur, il faut recréer des brevets dessus, donc travailler sur des gammes posologiques spécifiques, dans des combinaisons spécifiques ou pour des indications dans lesquelles ils n'ont pas été étudiés. Donc c'est ça, l'idée c'est de déposer une nouvelle association. L'idée c'est de protéger le cocktail de médicaments dans une nouvelle forme, ce qui permet d'avoir 20 ans de protection et donc d'avoir une industrialisation du médicament qui soit possible, et donc derrière de le faire accéder au marché, donc aux patients. Alors vous publiez un livre qui s'appelle Parkinson à 30 ans, la course contre la montre d'un jeune pharmacien pour trouver un traitement révolutionnaire, aux éditions Le Duc. Vous êtes ce qu'on appelle un patient-chercheur. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Alors il y a le côté patient qui est patient-impatient aussi. Il y a le côté chercheur qui fait en l'occurrence beaucoup de bien psychologiquement, avoir la chance d'être acteur contre sa propre maladie, même si c'est dans le domaine de la recherche, donc relativement loin finalement de l'hôpital. Ça reste quelque chose d'extrêmement constructif psychologiquement, ça aide beaucoup. Il y a une question qui est posée en introduction de votre livre, c'est pourquoi un jeune pharmacien de 35 ans pourrait-il trouver, enfin seul, entre guillemets, la clé d'un mystère que des dizaines d'équipes de chercheurs à travers le monde n'ont pas su éclaircir jusqu'à présent? Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est une expression qu'on appelle l'énergie du désespoir, qui est que quand on a soi-même les fesses dans les ronces, on a beaucoup plus envie de s'en sortir.
Et la deuxième raison, c'est que je ne suis pas issu de la recherche autour de la neurologie et de Parkinson en particulier. Donc je ne suis pas attaché à une école de recherche en particulier. Je suis pas attaché à un processus, à une protéine, à une chose en particulier de la maladie. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui se présentait comme papier. J'ai dû lire à peu près entre 800 et 1000 articles scientifiques pour ne retenir que ce qui m'intéressait le plus, ce qui était le plus nouveau et ce qui me donnait des raisons de croire à un médicament potentiel. Le déclic vient en 2022, sur laquelle vous fondez votre première hypothèse. Il serait possible d'enrayer l'évolution de la maladie de Parkinson à l'aide de 2 antidiabétiques. Qu'est-ce qui vous a alerté dans cette littérature ? Alors c'était un papier de l'université de Louvain qui expliquait le rôle d'une protéine et qui expliquait en gros que les protéines qui collent entre elles dans la cellule, dans la maladie de Parkinson, ce qui finit par étouffer la cellule, ça expliquait un petit peu la structure de la colle, ce qui venait faire coller les protéines entre elles. En fin de compte, ce qu'on a essayé d'inventer, c'est quelque chose qui empêche ce collage des protéines entre elles, cette espèce de blanc d'œuf qui vient les coller entre elles, de survenir, de se noyauter, de se fabriquer. Donc les antidiabétiques, ça a été quelque chose de logique en regardant le processus qui est lié à ce qu'on appelle la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du sucre dans la cellule pour faire de l'énergie. Et ça a été modifier cette glycolyse pour permettre d'enrayer ce phénomène de collage des protéines. Alors vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous avez commencé à lire toute la littérature qui existait là-dessus. Ça avait été beaucoup étudié, ce phénomène de colle, ou ça s'était arrêté à Louvain ? Non, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, ça ne s'est pas arrêté à Louvain, puisque par exemple, moi j'ai eu accès. La littérature scientifique a ça d'intéressant qu'elle est partagée, elle est ce qu'on appelle open source pour la plupart. C'est-à-dire qu'on a accès à ce qui se fait dans la recherche partout dans le monde via Internet. En revanche, c'était quelque chose d'assez nouveau pour retenir mon attention, parce que c'était assez loin de ce que sont les grandes écoles aujourd'hui de la maladie de Parkinson. Ça, c'était le cas en 2022. Depuis, ça a pris vraiment son essor. À l'époque, c'était un papier qui me donnait cette indication-là parmi les centaines que j'ai lues. Aujourd'hui, la plupart de la littérature qui arrive, qui se focalise sur la maladie de Parkinson, parle de ces phénomènes de collage, parle de ces phénomènes d'étouffement de la cellule, et explique un petit peu mieux encore. Aujourd'hui, on a une bonne compréhension de ce qui se passe dans la cellule avant qu'elle dégénère. Vous décidez d'aller proposer votre projet à des laboratoires pharmaceutiques. Comment est-ce qu'ils ont accueilli votre projet à l'époque ? À l'époque, ça n'intéressait pas dans la mesure où moi, j'étais d'une part pas compétent sur le papier pour en parler, puisque j'étais issu de ce qu'on appelle les biotechnologies, donc un domaine de la recherche qui est très différent. D'autre part, parce que il y a le côté où j'étais patient et donc j'étais aussi biaisé dans mes recherches, j'avais envie que ça fonctionne. Et la troisième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que dans le modèle actuel d'industrialisation du médicament, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'arrive pas avec une idée en disant allez-y, développez ça. Il faut arriver avec beaucoup de preuves. Et à l'époque, j'avais proposé, je me souviens, 50 000 € pour un dossier scientifique de 60 pages qui expliquait pourquoi ça pouvait marcher. Et on m'a dit reviens avec un dossier avec des essais cliniques, avec quelque chose de plus conséquent. Et ils sont prêts à ce moment-là à aligner des centaines de millions d'euros pour développer un médicament. Finalement, les laboratoires ne cherchent pas beaucoup. Ou alors ils cherchent quand c'est déjà bien avancé au niveau des recherches. Les grands industriels font très peu de recherche, effectivement. Et c'est le rôle des startups. Voilà, le modèle actuel, c'est plutôt celui-là. Des startups ou des spin-offs, ça peut être des universités qui font ça, développent des médicaments et les poussent jusqu'à un stade assez avancé, font ce qu'on appelle le de-risking, c'est-à-dire qu'ils limitent le risque que ça capote, que ça foire en route. Et après, une fois que les premiers essais cliniques sont faits et qu'on a montré que ça marchait chez l'humain, les laboratoires peuvent industrialiser, et ça, ils savent très bien faire, c'est-à-dire ils ont à la fois les moyens en ressources humaines et financiers pour amener ça jusqu'au marché. Oui, mais il faut arriver déjà avec une idée quasiment terminée, quoi. C'est exactement le modèle, c'est exactement l'idée. Finalement, vous comprenez que vous devez porter le projet vous-même et que, vous avez commencé à le dire, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc vous avez commencé par faire quoi pour collecter de l'argent ? Alors au début d'un projet comme celui-là, il faut des preuves pour aller chercher de l'argent. Mais pour avoir des preuves, il faut mettre de l'argent sur la table pour faire des expériences. Et ça, j'avais pas à l'époque. J'étais consultant indépendant, donc j'arrivais à gagner de quoi vivre, mais c'était à peu près tout. Donc il a fallu, avec une idée et puis la motivation, aller chercher des sous. Ça a été la raison d'être d'un défi qui s'est appelé Parkinson sur Loire, qui a été un défi, on connaît tous la règle, pour Instagram, Instagram, les réseaux sociaux en général, il faut défendre une idée avec des arguments un peu saugrenus, avec beaucoup de confiance en soi. Donc il fallait faire quelque chose de stupide et le faire avec beaucoup de fierté. Donc en fait, j'ai remonté une partie de la Loire à contre-courant en kayak, en criant ça partout, que j'allais le faire avec la maladie de Parkinson.
pour arriver à attirer l'attention, notamment des médias, mais aussi des gens, des donateurs potentiels, pour arriver à avoir quelques premiers euros qui, eux, m'ont permis d'aller faire les premières expériences pour montrer que ça pouvait marcher. Enfin, quelques euros, vous avez quand même réussi à collecter des milliers d'euros. Hein. C'est à peu près 90 000 où en fait j'ai collecté 389 donateurs qui m'ont permis de monter la cagnotte à 45 000 euros. Et quand je suis allé voir les laboratoires qui faisaient les expériences pour moi, ces prestataires de services qui font les manips contre de l'argent, en fait, des laboratoires qui font la recherche contre de l'argent, ils m'ont dit que c'était pas assez, mais qu'ils avaient été sensibles à ce que j'avais fait, comme quoi la recette fonctionne, et qu'ils allaient m'offrir la moitié de leur devis chacun, et donc ça a porté la cagnotte à 90 000 euros. Mmh. Et avec 90 000 euros, on fait quoi en fait au niveau On a fait des essais in vitro, in vivo, c'est-à-dire on a fait des essais à la fois sur des cellules et chez des rats. Donc les essais étaient à minima, c'est vraiment dessiné pour montrer que ça peut fonctionner. Quelques concentrations des deux médicaments qu'on teste, chez le rat et sur des cellules de rats. Et donc ça a permis de montrer qu'on avait l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on était capable de faire repousser les neurones malgré la maladie, ou en tout cas ce qui servait à mimer la maladie dans ce modèle-là, ce qui était une intoxication. Et donc on montrait qu'on arrivait à faire repousser les neurones malgré la maladie. Pour qu'on comprenne bien quelle est votre stratégie, elle repose donc sur une synergie, c'est ça ? Oui, tout à fait. La synergie, ça veut dire que deux médicaments se potentialisent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui ne fonctionne pas, l'autre ne fonctionne pas, les deux isolément ne fonctionnent pas, et mis ensemble, ils fonctionnent mieux que la somme des deux. C'est-à-dire que si le médicament A a un effet 1 et le médicament B a un effet 2, le médicament A et B ensemble ont plus d'effets que 1 plus 2. Ouais. Et donc, là, en l'occurrence, les molécules que vous testez, ce sont des molécules qu'on connaît, hein, qui sont utilisées dans le diabète. Oui, tout à fait. C'est des médicaments qui ont plus de 20 ans de recul chez l'humain, dont on connaît à la fois le profil de sécurité chez le patient, on sait qu'ils ont peu ou pas d'effets indésirables. En tout cas, aux doses où on va les utiliser, il y a très peu de choses qui sont attendues. Voilà, et mon invité aujourd'hui, c'est Guillaume Brachet, pharmacien-chercheur et notamment fondateur et CEO de CXS Therapeutics, une start-up dont l'idée est de freiner les effets de la maladie de Parkinson. Et notamment, alors on travaille entre autres, ouais. D'autres maladies neurologiques, mais on est sur la sphère des maladies du cerveau en tout cas, oui. Vous êtes également formé à la zététique. C'est quoi la zététique ? C'est ce qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle, c'est l'art de prendre un discours et de regarder ce qui est dedans peut être fallacieux ou ce qui est dedans peut être sourcé. Vous n'aimez pas qu'on dise de vous que vous travaillez sur un projet impactant, pourquoi ? Vous n'aimez pas le mot impactant ? Comme beaucoup de choses qui sont très galvaudées aujourd'hui, parce qu'on parle de résilience, d'impactant, ça a quelque chose de très politiquement vendeur, et je pense que le rôle de CXS Therapeutics, c'est pas d'être jugé sur la façon de faire, mais ce sera d'être jugé sur les résultats. Qu'est-ce qui vous a amené un jour de 2018 à aller consulter votre médecin généraliste ? Alors j'avais bien sûr des symptômes, puisque c'est sur la base des symptômes qu'on va être diagnostiqué. J'avais notamment un petit tremblement à la main gauche, mais c'est surtout un choc émotionnel qui a fait que j'ai eu envie de m'en inquiéter de ces symptômes qui évoluaient depuis quelques temps déjà sans que j'y fasse quoi que ce soit. Et étant sauveteur, je suis intervenu sur un monsieur qui était pas très vieux, qui avait l'âge de mes parents à peu près, qui est décédé devant moi dans la rue, alors que tout allait bien pour lui jusque-là dans la journée. Et en fait, ça a été un peu le choc qui m'a fait prendre conscience que la vie est fragile et qu'il faut faire attention à ça. Il avait un infarctus, c'est ça ? Exactement, oui, c'est un infarctus massif. Et vous n'avez pas pu le sauver, donc finalement ça vous a questionné aussi. Non, on a préparé l'intervention des secours professionnels. C'est-à-dire qu'on s'est occupé du monsieur dans la limite de nos compétences avec les moyens qu'on avait. Mais l'infarctus était très important et les secours ont passé 1h45 avec lui avant de le déclarer mort. Il y a des symptômes, et c'est ce que vous racontez dans votre livre, qui auraient alerté une autre personne que vous, et pourtant vous travaillez dans le secteur médical. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été alerté par des symptômes ? La première raison, c'est parce qu'en termes de démographie, je ne faisais pas partie de la population considérée comme un risque. J'étais beaucoup trop jeune pour penser à ça. La deuxième raison, c'est que c'était des symptômes qui me touchaient moi, et que quand on a des symptômes soi-même, le premier réflexe, c'est de les minimiser. Donc j'avais envie que ce soit surtout pas ça, envie que ce soit rien et que ce soit passager et que ça parte tout seul. Mais vous aviez pensé à une maladie de Parkinson à l'époque ou pas du tout À aucun moment, non. Non. Il n'y avait pas de choses qui auraient pu vous faire penser à une Parkinson. J'imagine que sur le papier, il y aurait eu des choses, mais moi, j'étais pas assez formé à ça. Mes connaissances étaient trop limitées, et puis
En l'occurrence, regarder ses propres symptômes, c'est toujours un peu délicat. Vous expliquez que la maladie de Parkinson est une maladie dont les symptômes s'installent discrètement et sont assez peu spécifiques. Il y a d'abord surtout la lenteur au mouvement. Qu'est-ce qui rend le mouvement difficile ? Alors, si on parle de mécanisme, c'est que les centres qui facilitent le mouvement sont en train de perdre des cellules. C'est-à-dire qu'il y a un peu le cortège qui traîne le chariot qui perd des chevaux peu à peu, et donc en fin de compte, et pour lancer un mouvement, il faut plus de temps. Et après, le mouvement devient plus lent parce que les centres inhibiteurs du mouvement, eux, fonctionnent correctement, et donc on a une inadéquation entre ce qui facilite et ce qui permet d'avancer. Si on veut prendre une image d'une voiture, c'est un peu comme si on n'avait plus accès à la première vitesse pour lancer la voiture, alors que les centres qui servent à freiner la voiture, comme le frein à main, fonctionnent très bien. Prenez une image dans votre livre, c'est comme si on démarrait en troisième, quoi. Exactement, oui, c'est un peu ça. En tout cas, ça ressemble beaucoup à ça, la sensation que ça donne. Ouais. Finalement, les symptômes, c'est la lenteur, alors que dans l'inconscient collectif, quand on parle de la maladie de Parkinson, on pense tout de suite à tremblement. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a... D'une part, il y a différentes formes de maladie de Parkinson. Il y a des formes qui sont plus avec des tremblements et des formes qu'on appelle bradykinésiques, c'est-à-dire avec des mouvements lents. Et puis d'autre part, il y a que chaque malade va avoir son cocktail de symptômes, un peu son tirage gagnant du loto, avec quelques symptômes parmi les 40 qui existent, la quarantaine qui existe, qui font que chaque malade va avoir une forme potentiellement assez différente de la maladie. Il y a autant de maladies de Parkinson que de patients atteints, finalement. C'est quelque chose qu'on dit assez volontiers, oui, tout à fait. D'autant plus que dans le temps, ça évolue. Alors, c'est ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative. Qu'est-ce que ça signifie, une neurodégénérative ? Ça veut dire qu'on perd des neurones, que les cellules qui sont responsables de certaines parties soit de la cognition, soit du mouvement, finissent par dégénérer, c'est-à-dire qu'elles meurent, et que donc il reste moins de cellules pour faire les mêmes fonctions. Donc ça attaque les neurones, en fait, c'est ça, c'est le Exactement, principe. Oui, tout à fait. Alors vous allez chez votre médecin généraliste, et contrairement à beaucoup de personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, elle a tout de suite, suspecté que ça pouvait être une maladie de Parkinson, ce qui fait que vous n'avez pas connu l'errance médicale. Oui, il y a des patients, surtout de mon âge, qui ont attendu parfois plus de 10 ans pour avoir le diagnostic. Dans ce qui me concerne, ça a été plusieurs semaines, mais ça a été limité à quelques mois d'errance, entre guillemets, d'attente entre la partie consultation initiale et le diagnostic posé établi. Donc c'est quelque part une chance, parce que ne pas savoir ce qu'on a, avec la possibilité que ce soit quelque chose de grave, c'est plus que très inconfortable. Vous aviez moins de 30 ans, hein, quand le diagnostic est posé. Est-ce qu'on a des études sur le pourcentage de personnes qui déclenchent ou qui déclarent une maladie de Parkinson à moins de 30 ans ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1%. Oui, c'est très peu. C'est vraiment très, très rare. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et vous avez voulu donner une explication à ce qui vous arrivait. Je crois que quand on a une maladie comme ça qui nous tombe dessus, que ce soit une maladie chronique ou juste une maladie grave, on a besoin d'avoir un coupable, d'avoir une raison à invoquer. Quelque chose de l'ordre de... Ça peut être de la croyance, et puis après ça, c'est pas très utile dans le sens où ça change pas les données. Par contre, c'est important psychologiquement de chercher un coupable. Donc votre mère s'y met, elle a son idée. Vous-même, vous avez refait le film. Vous avez fait le film à l'envers. On a beaucoup de temps pour le faire, puisqu'en fait, il y a une partie du temps qui devient obsédée, une partie de l'esprit qui devient un peu obsessionnelle autour de la maladie. Et donc on passe beaucoup de temps à réfléchir à pourquoi moi, pourquoi ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal, à chercher un coupable comme ça. Et effectivement, l'entourage s'y met, en tout cas dans les proportions de l'empathie, dans la mesure où l'entourage proche va être très affecté par le diagnostic et va avoir le même réflexe un petit peu de chercher un coupable pour chercher quelqu'un à accuser, quelqu'un à blâmer, pourquoi pas à une réaction à tenter en justice, quelque chose comme ça. Ça a été des réactions un peu de cet ordre-là, oui. Vous suspectiez quoi à l'époque ? Moi, j'avais l'image de Mohamed Ali qui avait pris beaucoup de coups à la tête de par son métier. Et en l'occurrence, j'avais reçu pas mal de chocs à la tête, moi de plus à cause de bêtises de jeunesse, et moins, j'ai pas fait de boxe dans ma carrière. Et donc je me suis dit que... Mais vous avez fait du sport ? Oui, pas mal de sport, oui, tout à fait. Et notamment, on sait que dans les fédérations françaises de rugby et fédérations françaises de boxe,
les chocs à la tête et les KO, entre autres, dans une saison, sont limités médicalement. Quand il y a un KO qui est subi, ou en tout cas plusieurs chocs répétitifs à la tête avec des épisodes d'inconscience, on peut être amené à suspendre le joueur pendant la fin de la saison. Et la piste génétique alors ? La piste génétique, c'est des facteurs de risque, c'est-à-dire que c'est pas une maladie qui est connue pour être cause génétique, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs de risque. C'est-à-dire que quand on a un gène en particulier, ça peut augmenter le risque de développer une maladie de Parkinson. Ça n'est pas associé systématiquement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un gène défaillant et passer toute sa vie sans faire de maladie de Parkinson. Donc c'est des recherches qu'on fait, notamment dans le contexte où il peut y avoir des épisodes familiaux, c'est-à-dire plusieurs personnes de la famille qui sont touchées par la maladie de Parkinson. Et on va faire la recherche des facteurs de risque génétiques, mais ça n'est pas quelque chose ni de définitif et qui altère très peu la prise en charge thérapeutique. Et j'imagine que dans l'anamnèse ou dans les rencontres avec le neurologue, on a dû vous poser la question si dans votre famille il y avait des antécédents ou si vos parents étaient de la même famille. Enfin. Oui, ça a été dans les premières questions, oui, tout à fait. Ouais, ce sont des questions qui reviennent souvent par rapport à ça. Alors ensuite, donc votre généraliste, elle vous envoie chez un neurologue. Hein. Lui, il confirme le diagnostic, mais il vous émet une hypothèse que peut-être vous pourriez avoir des maladies associées à ce Parkinson, ce qui vous fait flipper, mais encore plus. Alors, c'est pas des maladies associées, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, les symptômes ne sont pas très spécifiques de la maladie de Parkinson, des symptômes qui sont un peu bateaux, et qui peuvent être partagés avec d'autres maladies. Donc, en fait, la réflexion du neurologue à ce moment-là, c'est est-ce que c'est une maladie de Parkinson ou est-ce que c'est autre chose ? Et parmi les autres choses, il y a des maladies qui sont graves, qui peuvent tuer. Et c'est en ça que le diagnostic, il est forcément beaucoup trop long. C'est parce qu'on est en train d'attendre entre un diagnostic de quelque chose qui ne tue pas et qui ne fait pas mal, et un diagnostic de quelque chose qui peut tuer rapidement et amputer la vie de famille ou la vie tout court de plusieurs années. Parce qu'on ne meurt pas de la maladie de Parkinson. On dit volontiers on meurt avec la maladie de Parkinson, mais pas de la maladie de Parkinson, oui. Ouais, c'est pas une maladie qui vous tue en fait. Non, en règle générale. Sauf événements intercurrents type fausse route, qui peut arriver du fait de ce qu'on appelle les dysphagies. Alors, la fausse route, pour tout le monde, Guillaume, c'est quoi ? Quand on avale de travers. D'accord. Oui, c'est les personnes âgées, enfin, c'est souvent font des notamment, fausses routes. Les fausses routes, ça peut arriver chez les personnes âgées, mais les malades de Parkinson ont ce qu'on appelle des dysphagies, c'est-à-dire des troubles pour la déglutition. Ça peut amener à des fausses routes et donc à des étouffements finalement. Vous, le symptôme qui vous embête le plus, c'est l'hypomimie. Qu'est-ce que c'est que l'hypomimie ? L'hypomimie, c'est une difficulté, c'est une absence d'expressivité faciale. Donc, ça veut dire que la communication en société notamment passe beaucoup par le langage non verbal, et donc notamment le langage corporel et notamment les expressions faciales. Et le fait d'avoir un faciès comme ça un peu, on appelle hypomimique, c'est-à-dire avec peu d'expression, c'est quelque chose qui ampute la communication en société, qui fait qu'on est obligé de compenser par la communication verbale, et c'est pas très naturel en fait. Quelque chose que vous reproche beaucoup votre fille. Elle me le reproche pas, mais enfin plus en tout cas, mais elle s'est beaucoup posé de questions pendant un temps, en grandissant un petit peu, de savoir si mon absence d'expression faciale, c'est une absence d'émotion vis-à-vis d'elle, si c'était parfois que j'étais fâché, si j'étais inquiet, si j'étais triste. Donc c'est des questions qui la taraudent beaucoup, puisqu'elle a l'habitude dans la cour de récré avec ses petits camarades de se fier beaucoup à ce qui passe sur leur visage comme expression. Comment vous avez expliqué à votre, justement, parce que vous parlez de votre fille, mais à votre entourage ce que vous aviez ? Aussi brutalement que ce que j'avais reçu, c'est-à-dire avec le mot. Après, il y a le nom de la maladie qui ne veut pas dire grand-chose. Et puis, il y a un apprentissage, mais typiquement pour l'enfant, qui se fait au fil des années. C'est-à-dire, il y a l'apprentissage un jour que c'est une maladie. On dit que c'est une maladie incurable. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est-à-dire que les symptômes, les uns après les autres, ils peuvent passer pour le mood du jour, la mauvaise humeur du jour, la bonne humeur du jour, un effet indésirable d'un médicament, ça serait expliqué. Donc il y a tout un tas d'apprentissages qui se font pas en un coup, mais qui se font au fil de l'eau en disant ça c'est ma maladie, là je viens pas avec toi ce soir, c'est parce qu'il faut que je me couche, il faut que je me repose parce que je suis fatigué et que les symptômes vont être plus forts. Donc il y a plein de choses qu'on apprend qu'au fil de l'eau, et c'est pas quelque chose, c'est pas un message qu'on peut délivrer comme ça de façon universelle avec une étiquette, j'ai la maladie de Parkinson, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas croire, ce qu'il faut croire. C'est plutôt
c'est au fil de la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est un cas de figure, une explication, et puis attendre de l'autre qu'il comprenne, ou en tout cas qu'il accepte ce que c'est. Mais vous pensez que votre médecin généraliste a été brutale dans la façon de l'annoncer, parce qu'elle vous le dit tout de suite, en fait. Elle me l'a pas dit, elle m'a envoyé chez un neurologue en disant on va vérifier que ce soit pas quelque chose de grave, mais il y a de grandes chances que ce soit pas grave. Donc elle a pas voulu me partager son diagnostic hypothétique pour pas me stresser. Le neurologue, par opposition, le neurologue, il a été très brutal en disant on a des éléments en faveur d'une maladie de Parkinson. Et c'est vraiment juste le nom qui a été lâché comme ça, avec le choc que ça peut générer chez le patient. Vous auriez préféré qu'ils vous le disent d'une autre façon ? J'ai pas d'idée de ce que j'aurais préféré. Je sais que ça a été douloureux, mais je sais pas s'il y a de bonnes façons d'annoncer quelque chose comme ça. Voilà, mon invité aujourd'hui, c'est Guillaume Brachet, pharmacien, chercheur et fondateur et CEO de CXS Therapeutics. C'est la start-up que vous avez fondée, et vous racontez dans votre livre comment vous avez voulu vous entourer de personnes pour travailler avec vous. Quelles étaient les qualités des personnes que vous recherchiez dans votre start-up ? Alors, quand on monte une équipe avec quelques personnes, et on va chercher des compétences, c'est certain, des compétences techniques sur des domaines qu'on ne maîtrise pas de préférence, mais on va surtout chercher des humains, c'est-à-dire des gens en qui on peut avoir confiance. Et le premier critère pour recruter ces personnes, ça a été est-ce que je peux me fier à eux ? Et donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois critique et très délicat, dans la mesure où pour une partie, c'est des gens que je connaissais pas ou peu, même s'ils étaient tous plus ou moins dans mon réseau. Par contre, il y avait besoin que ça fitte tout de suite et qu'on se comprenne très vite. Vous vous retrouvez avec un diagnostic de maladie de Parkinson et vous vous demandez ce que vous devez faire avec ça. Vous faites comme beaucoup de personnes, quand on leur annonce qu'ils sont malades, vous êtes allé sur Internet. Et sur Internet, on trouve vraiment tout et son contraire. Sur Internet, quand on éternue, on peut se dire qu'on a un cancer, oui, ça c'est certain. Donc, quelque chose qu'il n'y a pas à faire et qui est en même temps très humain d'aller chercher des informations sur la maladie qui nous concerne. Vous entamez ce que vous racontez dans votre livre, le deuil de votre santé perdue, et vous commencez par une phase de déni. Oui, un petit peu comme... c'est très humain, je pense que c'est quelque chose d'assez universel. Se réveiller et puis se dire c'était qu'un mauvais rêve et puis on va passer à autre chose. Ou attendre que les symptômes régressent tout seuls dans le temps. C'est quelque chose qui est à la fois très naturel et puis qui est un peu vain, quoi. Et il faut encore beaucoup de temps pour que ça mature, que ça mûrisse et qu'on se rende compte que non, ça va pas aller en s'arrangeant, que ça va faire que s'aggraver et qu'il faut pas attendre que ça s'arrange pour faire quelque chose, en tout cas pour vivre avec ça. Dans l'état actuel de ce qui existe comme médicaments, à quoi servent-ils aujourd'hui ? Les médicaments de la maladie de Parkinson qui sont indiqués, qui ont l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, c'est des médicaments qui viennent masquer les symptômes, qui viennent compenser la dopamine qui a été perdue, puisqu'en fait les cellules qui meurent, c'est des neurones qui fabriquent un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et en fait, on va, comme on ne sait pas encore faire perdurer ces cellules ou faire repousser ces cellules qui meurent, on va compenser la dopamine qu'elles ne fabriquent plus en l'injectant plus ou moins directement sur le site où il y en a besoin. Quelle est l'action de la dopamine donc, qu'on vous injecte ? Elle vient permettre de compenser le manque, puisque les cellules n'en fabriquent plus. Donc en fait, elle vient faciliter le mouvement, en particulier dans les phases d'initiation du mouvement. Alors vous racontez que au début de la prise du traitement, il y a ce qu'on appelle une phase de lune de miel. Oui, c'est une période de quelques années qui peut aller jusqu'à une dizaine d'années, où les médicaments font effet parfaitement, c'est-à-dire que on peut, entre guillemets, masquer sa maladie à son entourage, au monde entier, avec les médicaments. On peut passer la journée en étant bien, comme si on n'avait rien du tout. Et ça dure une petite décennie en moyenne, enfin au maximum, on va dire plutôt, où on peut cacher la maladie avant qu'il y ait une espèce d'effondrement thérapeutique où on a les médicaments qui se mettent à faire moins effet, avec des périodes qu'on appelle les fluctuations motrices, avec des périodes où on est bien et des périodes où on n'est pas capable, malgré les médicaments, de se comporter normalement, avec les symptômes qui reviennent un peu au galop. Et après la dopamine, qu'est-ce qui prend la relève une fois que la lune de miel est terminée ? Chez une certaine proportion de patients, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. C'est des électrodes qu'on va émettre dans le cerveau pour faciliter le mouvement et donc donner des impulsions électriques pour inhiber les centres qui enrayent le mouvement. Donc ça, c'est une opération qui est proposée chez une certaine proportion de patients qui sont éligibles. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Alors, vous insistez beaucoup dans votre livre sur l'activité physique.
Comment est-ce que l'activité physique permet-elle de freiner l'évolution de la maladie de Parkinson ? Alors en termes mécanistiques, c'est un peu compliqué, mais le message principal, c'est que c'est le seul traitement qui n'est pas un médicament, mais qui est le seul traitement aujourd'hui qui soit capable de freiner l'évolution de la maladie, qui a été reconnu scientifiquement pour ça. C'est-à-dire que l'activité physique permet de fabriquer de l'engrais à neurones, on va appeler ça comme ça. Et en fin de compte, le fait de bouger avec des périodes de repos et des périodes d'activité plutôt aérobie, ça permet de favoriser la repousse des neurones, en tout cas de favoriser la fonctionnalité de ceux qui restent. Et quand on parle de pratique sportive, on parle de quoi ? Est-ce qu'il y a une pratique sportive idéale pour ceux qui sont atteints de maladie de Parkinson ? Alors, idéal, il n'y en a pas. En revanche, il y a plein d'activités physiques qui sont recommandées. Et notamment, c'est le cas, il y a un partenariat entre la Fédération française de tennis de table et France Parkinson, le Ping Parkinson, qui est une activité physique extrêmement intéressante parce qu'il y a à la fois le côté social, il y a un côté gestion de l'équilibre, il y a un côté réflexe et réactivité. Il y a un côté mouvement antagoniste, c'est-à-dire faire des allers-retours, faire des contre-pieds. Donc le tennis de table fait partie des choses qui sont très préconisées dans la maladie de Parkinson. À noter qu'aujourd'hui, vous êtes administrateur de France Parkinson. Je fais partie du conseil d'administration depuis un petit mois, oui, tout à fait. Ouais. Il faut souligner le rôle des associations de patients quand même, et le travail qu'elles font. Le travail, il est absolument fondamental dans la mesure où je parlais tout à l'heure du diagnostic et du réflexe d'aller chercher sur Internet. Quand on a une maladie incurable, on a envie de trouver une solution qui n'a pas été envisagée par son médecin. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, il y a peut-être une tisane quelque part qui peut me soigner et que mon médecin n'a pas pensé à me donner parce qu'il n'est pas au courant, parce que les laboratoires nous cachent la vérité, plein de choses comme ça. Et en fin de compte, il y a un travail fantastique de compilation de données qui est fait par les associations de patients, notamment France Parkinson. Et sur le site de France Parkinson, il y a tout un tas de recommandations, de petits livrets, de choses pour faciliter la compréhension de sa maladie ou la gestion des symptômes au quotidien, qu'on ne trouve pas ailleurs et qui sont là pour le coup validés par un comité scientifique, donc qu'on peut prendre pour argent comptant, en tout cas qui sont en l'état actuel des connaissances à jour. Vous, à quel moment ça a été un moteur de se dire, voilà, j'ai une maladie qu'a priori on ne soigne pas, je vais trouver un médicament pour soigner ma maladie ? Ça a été une espèce de réveil, c'est-à-dire qu'à la fin de la période de deuil qui a duré 2 à 3 ans, et un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, il faut trouver quelque chose. Ça a été vraiment quelque chose qui a été un peu une révélation, un choc. Je travaillais à l'époque pour trouver des médicaments dans d'autres maladies pour des industriels, donc j'étais en train de faire ce qu'on appelle du repositionnement sur des maladies qui n'ont rien à voir. Et puis, à force de regarder dans la littérature et de trouver des pistes de solutions pour d'autres maladies, je me suis dit, mais dans le fond, j'ai le bagage scientifique qu'il faut pour faire ça pour la maladie de Parkinson. Ce qu'il me faut, c'est un peu de compréhension du contexte, c'est un peu une meilleure compréhension de la neurologie. Plus j'en lirai, plus je comprendrai. Donc ça a été un petit peu un pied à l'étrier qui est arrivé par le biais professionnel et qui est tourné à l'obsession. Mais qu'est-ce que vous avez compris de votre maladie ? Les choses qu'on m'avait déjà dites essentiellement. C'est-à-dire que ce que j'en ai compris, c'est ce qu'elle est, une maladie incurable, et c'est le fait que s'il n'y a pas d'espoir, j'allais le vivre moins bien qu'en ayant au moins une action en direction de l'espoir. Et donc ça a été vraiment des choses qu'on m'avait déjà dites, qu'il faut être actif dans le processus de guérison, qu'il faut accepter la maladie comme étant incurable, mais qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un en le vivant pas soi-même. C'est-à-dire que le médecin est peut-être le moins bien placé pour parler de la maladie à un malade. Vous prenez une image, celle des surfeurs et de la vague. Oui, pour expliquer comment on cherche. Mais ça, c'est important de savoir comment on cherche. Dans la mesure où il faut qu'on génère de la propriété industrielle, c'est-à-dire qu'on a un brevet sur un médicament, il faut que ce qu'on invente, ce soit nouveau. Pour que ce soit nouveau, il faut que ça n'ait pas été encore décrit. Et l'image de la vague, elle est intéressante parce que la vague, elle naît en profondeur à un endroit où personne ne la voit. Et elle arrive à la surface, et à ce moment-là, les gens commencent à s'intéresser à la vague pour essayer de la surfer. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard pour trouver la bonne vague, puisque si elle est sortie de l'eau, il faut déjà être dessus. Donc l'idée de la bonne vague, c'est celle qu'on va identifier très très tôt quand elle arrive à la surface. Donc c'est vraiment ça la façon dont on cherche les médicaments aujourd'hui avec CXS Therapeutics. C'est-à-dire qu'on va chercher à identifier une bonne vague au moment où elle émerge ou avant qu'elle émerge, pour être déjà dessus au moment où elle sort de l'eau. Parlez-nous de votre méthodologie finalement, à vous, celle qui vient de vous. La méthodologie de recherche qu'on utilise, c'est tout simplement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi, mais on utilise les données scientifiques qui sont générées en quantité. Aujourd'hui, un article sort qui est de l'ordre de la seconde ou de la milliseconde. Donc il y a des millions d'articles scientifiques qui paraissent,
Et en fin de compte, il y a toute cette matière-là scientifique qui est intéressante et qui est rarement compilée. Et donc nous, on va faire des algorithmes, des méthodologies de travail informatiques pour traiter ces articles scientifiques et arriver à compiler les informations qui sont dedans pour faire des conjectures et pour en tout cas en tirer des informations qui n'existent pas encore. Dans l'état de ce qu'on peut en dire aujourd'hui, où en êtes-vous de l'expérimentation de votre traitement ? Alors on a tout ce qu'il faut pour aller en essai clinique, c'est-à-dire qu'on a montré que ça marchait chez des cellules et chez des animaux. Et donc on est en train de lever 10 millions d'euros pour aller en essai clinique. Ça coûte 10 millions d'euros un essai clinique ? L'essai clinique de phase 2 qu'on envisage, c'est à peu près l'ordre de grandeur, oui. C'est-à-dire que la phase 1, qui est la phase encore avant ça, on n'a pas à la faire parce que c'est des médicaments justement qui sont connus. Donc on n'a pas besoin de montrer qu'ils ne seront pas toxiques chez l'homme puisqu'on le sait déjà, aux doses où on va travailler en tout cas. En revanche, la phase 2, c'est la phase où on va montrer que ça marche chez l'humain. Donc il y a à peu près 200 patients et ça coûte environ 10 millions d'euros, oui. Comment on fait pour lever 10 millions d'euros ? Est-ce que finalement, on parlait du nombre de millions de personnes qui sont touchées par la maladie de Parkinson aujourd'hui, est-ce que les investisseurs donnent cet argent facilement et comprennent les enjeux ? Alors le contexte est compliqué, les investisseurs comprennent les notions les arguments de type business, comprendre s'ils ont des chances de se faire rembourser un jour, et des arguments scientifiques qui sont est-ce que le dossier est solide. Donc pour ça, il faut aller chercher des tierces personnes pour juger de ça, pour certifier aussi ce qu'on produit. Donc ça veut dire beaucoup de travail pour générer les bonnes données au bon moment et les présenter aux bonnes personnes pour que ça arrive. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait via des fonds d'investissement. Donc les montants comme ça, à moins d'avoir un donateur qui est en mesure de mettre 10 millions sur la table, il faut passer par des fonds professionnels. Donc ça veut dire faire des expériences, mais les bonnes expériences qui sont en accord avec la littérature scientifique à un moment donné, pour aller présenter ça à des boards d'experts pour qu'ils puissent dire oui, il y a un atout scientifique et oui, en plus, il y a un atout business. On sera en mesure d'être remboursé si ça fonctionne. Est-ce que l'atout business, ça veut dire oui, on va avoir 1 million de personnes qui vont se faire soigner avec un traitement de 100 000 euros l'année ? Ça peut être ça peut être des arguments autour du brevet. Est-ce que le brevet est solide ? Est-ce qu'il est bien rédigé ? Est-ce qu'il y a un marché derrière ? Est-ce que le marché est appétant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence sur le marché ? C'est des arguments qui sont comme ça, qui ne sont pas de mon expertise, puisque moi je suis pharmacien et docteur en sciences à la base, donc plutôt côté scientifique et médical. Donc c'est des choses qu'il faut anticiper très très en amont pour arriver à générer les bonnes données, parce que juste en montrant que ça marche, c'est pas suffisant pour arriver à se faire financer. Aujourd'hui, vous les avez, ces 10 millions ? Non, on est en train d'aller les chercher, puisqu'en fait on a des résultats d'expérience qui viennent d'arriver, qui sont positifs et qui vont nous permettre d'aller démarcher des fonds d'investissement. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces résultats d'expérience ? Ils disent que les rats... Je suis désolé de vous poser la question, mais c'est pour savoir où on en est. On est en train de les publier, donc c'est quelque chose qui va être, de toute façon, qui va arriver dans la littérature scientifique prochainement. Mais c'est quelque chose, c'est des rats qu'on a traités comme s'ils étaient malades, c'est-à-dire qu'on a abîmé une partie de leur cerveau qui est abîmée chez les malades de Parkinson, qui génèrent des symptômes, et on les a traités soit avec un médicament, soit avec le deuxième, soit avec les deux en même temps. Et on montre que les médicaments isolés ne fonctionnent pas et que le cocktail permet de les soigner. On en revient à cette question de fameuse synergie. Exactement, et c'est la potentialisation entre les médicaments. Vous pourriez être vous-même le cobaye de vos traitements ? Alors en termes pharmaceutiques, ce serait difficile dans la mesure où, même si moi je suis pharmacien, la personne qui me prescrirait les médicaments ferait un acte délictuel en me prescrivant un médicament qui n'est pas indiqué dans la maladie. D'autant plus que le dosage qu'on imagine utiliser chez l'homme, il n'existe pas dans la pharmacopée, c'est-à-dire que en pharmacie, le dosage qu'on imagine utiliser chez l'humain, il n'existe pas. Mais comment on détermine le dosage justement qui pourrait être efficient ? Il y a à la fois des abacs pour faire le transfert entre les doses qu'on utilise chez le rat et les doses qu'on pourrait utiliser chez l'homme, et puis après des modèles qu'on peut utiliser, des modèles informatiques pour déterminer la bonne dose. Bien, Guillaume Brachet. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Parkinson à 30 ans, la course contre la montre d'un jeune pharmacien pour trouver un traitement révolutionnaire chez le Duc. Vous savez, vous êtes une source de motivation pour des centaines de milliers de gens qui attendent avec beaucoup d'impatience les résultats. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et puis vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Bon, merci d'avoir été là ce matin et d'avoir tenu votre parole, puisqu'on a pris rendez-vous il y a quelques mois. Merci déjà, et vous m'aviez dit je viendrai au mois de juin, après le mois de juin, et vous êtes là au mois de juillet. Mais en tout cas, merci d'avoir fait le voyage, puisque vous êtes venu depuis Tours, exactement, voilà, pour venir chez nous. Avec plaisir.
Merci de ce moment et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.